C'est l'histoire d'une bande d'asphalte qui serpente, qui grimpe et qui chaque année fait honneur à son glorieux passé. Naguère baptisé course de côte de Fléron, le parcours de la montée historique de Forétro a pour particularité majeure de ne pas se disputer sur le territoire de Fléron, mais bien sur celui de Traux, avec un départ au pied de la côte menant au célèbre château et au bucolique village de Forêt. Remise au goût du jour par l'équipe de l'écurie du Maquisard, en étroite collaboration avec la commune de Traux, Forétro nous revient chaque année à la fin mai, et cette édition 2017 a une fois encore récolté un franc succès avec une centaine de bolides rassemblés au pied de la côte, prêts à multiplier les ascensions. Ce qui fait le succès incontestable des organisations de l'écurie du Maquisard, c'est assurément leur grande accessibilité. Consistant la majeure partie de la journée en des montées non chronométrées, en mode démo, l'événement attire des amateurs et passionnés de voitures anciennes, qu'il s'agisse d'old-timers, mais surtout de young-timers, qui voient dans ce concept l'une des formules les moins onéreuses pour pratiquer le sport automobile et se faire plaisir. Et comme l'organisation est on ne peut plus rodée, les montées succèdent aux montées, de sorte qu'au terme de la journée, les concurrents sont rassasiés, bref, que du bonheur. Avant d'ouvrir le grand livre des voitures les moins anciennes ou young-timers, intéressons-nous aux quelques joyaux des années 50, 60 et 70 qui ont déboulé sur Forétro le dimanche 28 mai. À commencer par l'inévitable triomphe TR3 du local Henri Morinville qui fait office de mascotte de l'épreuve, s'offrant annuellement son lot d'ascension. Autre prestigieuse anglaise s'étant donné rendez-vous à Traux, la Jaguar Type E V12 de Jean-Luc Van Campenhout a ravi les amateurs du genre, en plus de son propriétaire et pilote. Cet exemplaire date de 1973 et il n'avait aucune chance de passer inaperçu. C'est une Jaguar Type E, série 3, donc la dernière Jaguar qui a été construite, mais équipée du V12. Donc d'origine. Malgré qu'elle est assez longue, c'est la Jaguar la plus longue en E, mais bon, la suspension a été refaite, les barres stabilisatrices, les amortisseurs, les ressorts, les barres de torsion, sinon, parce que d'origine c'est une voiture qui est grand tourisme et surtout faite pour le marché américain, donc qui ondulait très fort dans les courbes et ainsi de suite. Mais maintenant, comme elle est équipée là maintenant, il n'y a plus de problème, c'est assez agréable. Quant à Michel Clojan, il avait délaissé son habituel et superbe Porsche 356 Pré A pour attaquer la côte avec cette Lotus Elan 1966, magnifiant le concept Light is Right, cher à Colin Chapman. La petite Porsche a un petit problème de boîte de vitesse et elle ne sera réparée que début de la semaine prochaine. Donc voilà. Donc j'ai sorti la Lotus du garage. Voilà. Une solution de rechange. Et ça se passe bien avec cette petite Lotus ? Oui, c'est amusant à conduire, c'est léger, c'est vif, voilà. C'est un peu surprenant parfois comme véhicule, mais voilà, c'est gai, c'est gai. On reste au rayon des productions britanniques pour saluer la présence de Thomas Nellissen avec cette Mini Cooper S de 1965 et son célèbre 1300 cm3. Quant au préparateur Victor Colson, il s'est fait plaisir en alignant cette indémodable Ford Cortina de 1965, l'une des reines des compétitions pour voitures de tourisme à l'époque. S'il est un pilote qui mérite le prix de la fidélité aux organisations de l'écurie du Maquisard, c'est le français Joël Favé-Lesage. Chaque année, le gaillard effectue la bagatelle de 700 km pour rejoindre la province de Liège depuis les Vosges et multiplier les montées en démo au volant de sa superbe Alpine A110 Groupe 4 ex-usine aux couleurs d'Acceptogil. Une machine de légende venue tout droit du début des 70s, à l'époque où la marque de Jean Rédélé faisait main basse sur les épreuves du naissant championnat du monde. Les petites françaises avaient d'ailleurs la cote à Forétro puisque Dominique Ancion était de retour avec sa très belle Renault 5 Alpine de 1980, un modèle qui commence à se faire plutôt rare en compétition, mais dont le 1400 cm3 turbo-compressé fait toujours merveille sur ce genre de parcours. Une génération plus tard, c'est la R5 GT Turbo qui faisait parler d'elle, que ce soit sur circuit ou en rallye, et notamment cet exemplaire Cup de Mathieu Mercken qui s'est distingué en compétition entre des mains prestigieuses. C'est une coupe des années 80. Elle a appartenu à monsieur Didier Defourny qui a couru en championnat de France et en coupe Benelux. Elle a fini 3e au championnat 89 et a couru dans divers et autres circuits, mais j'ai pas réussi à retracer exactement l'historique complet de la voiture. Ce que j'en sais beaucoup, c'est que c'est une voiture qui va très fort, qui a été très bien classée durant les années de course
Et que voilà, moi je l'ai racheté il y a plus ou moins 1 an d'ici. J'ai fait la restauration complète parce que quand je l'ai eu, elle était fort abîmée due à ces années de course. Parmi les immanquables de Fort Rétro, on pointait bien sûr une NSU TT, le magnifique exemplaire de 1967 de Jean-Luc Faoué, autre grand habitué des épreuves de l'écurie du Maquisard. Même remarque concernant la Toyota 1000 de Michel Trillet, dont la petite mécanique est largement compensée par le côté rarissime de ce sympathique bolide à la sonorité particulière. Il n'empêche, Trot, c'est la patrie d'une famille pas comme les autres. On connaissait déjà Édouard et José Chacon-Ruiz, qui se partagent depuis de longues années le volant de cette musicale Fiat 128 coupé datant de 1972. Il faut désormais ajouter les représentants de la génération suivante, Maxime et Anthony, qui ont jeté leur dévolu sur une machine nettement plus répandue car accessible, la VW Golf de la deuxième génération, ce qui donne donc 4 Chacons dans la course, et ça, c'est sans doute une première à Trot. C'est une course qu'on a débutée à partir de 1982 et toujours avec une Fiat et on reste fidèle au Fiat. Donc c'est quelque chose qu'on a dans le sang depuis 1982. Dans l'ensemble ça va, malgré les petits problèmes de carburateur rencontrés ce matin. On vient de solutionner le problème, j'espère que l'après-midi va un peu mieux se passer. Non, ça va, on se met vite à la page, on prend un petit peu le train comme ça et on prend goût au jeu et c'est vraiment amusant, plaisant, avec ce beau soleil. La matinée s'est super bien passée, vraiment super content. La maman de Maxime me dit toujours oh, tu vas le mettre dans les courses, mais bon, comme on a le virus depuis tout le temps, grâce à mon frère, on va dire, de gamin, et voilà, on a la cinquantaine et on est toujours dedans, tous les jours dedans, avec eux en plus qui commencent maintenant, donc ça fait vraiment le pied pour nous autres, parce que bon, on aime bien ça et on veut continuer ça dans la famille, quoi. Et voilà, ici ils ont leur voiture propre à eux maintenant, et on va pouvoir s'amuser, eux aussi. Ce qui nous amène au phénomène qui balaie presque tout sur son passage en montée historique, celui des Young Timers. Traduisez des voitures issues des décennies 80 et 90, ce qui les rend plus abordables financièrement, de quoi faire le bonheur d'innombrables amateurs. L'exemple le plus parlant est la BMW série 3 type E30, omniprésente, ce qui est peu dérangeant en soi, dans la mesure où ses puissantes propulsions sont autant d'odes au spectacle. Bon, tous les dompteurs de E30 ne sont pas des champions du monde en puissance, mais ils mettent du cœur à l'ouvrage. De BMW, il y en avait des plus anciennes et des plus récentes au départ de Trot, avec notamment cette version E21 de Patrick de Sitter qui date de 1982 et qui a fait rêver bien des générations. Une décennie plus tard, c'est la E36 qui faisait son apparition avec la promesse d'une multiplication de ces berlines sportives datant du début des années 90. Mention particulière pour Bernard Herrmann, dont la 325i est un exemple de bonne préparation, de quoi en faire une machine absolument redoutable. La Belgique, c'est aussi le royaume des Opel des années 70 et 80. À ce niveau également, Fort Rétro a permis d'ouvrir le grand livre des souvenirs, avec bien sûr les traditionnelles cadettes qui continuent d'être nombreuses dans les épreuves régionales et historiques. Un modèle auquel a succédé ce véritable best-seller qu'a été l'Ascona B, dont les niveaux de préparation continuent de varier, restant généralement assez loin des redoutables Ascona 400 du début des années 80 qui ont croisé le fer avec les premières Audi Quattro dans le championnat du monde des rallyes. Quant à Francis Pesser, il était présent à Fort Rétro avec une plus ancienne Ascona, la version A, qui nous renvoie dans les années 70. Après l'Ascona vint la Manta, dont celle de Cyril Panozzo, qui date de 1986. Une machine au blitz que son pilote emmène dans d'invraisemblables figures, ce qui lui a valu de remporter le prix du spectacle 2017. Quant à la Corsa A, elle séduit de plus en plus de jeunes qui se rappellent sans doute des performances et autres figures d'un certain Bernard Munster à son volant dans le cadre du championnat de Belgique des rallyes. Naguère pilotée par Bruno Thierry et Freddy Loix, l'Opel Astra GSI commence elle aussi à se généraliser en côte, à l'instar de cet exemplaire de la famille Rogiers. Qui dit Youngtimer dit aussi originalité. Sur un événement tel que la montée historique de Fort Rétro, elle ne manque pas, à l'image de la Mitsubishi Colt Turbo 1980 de Raphaël Ledan, et plus encore de la Mitsubishi Starion 1990 de Serge Smits. La reine des Nippon est néanmoins la Honda Civic et sa célèbre version CRX telle que présentée par Joseph Skurman et Jean-Pierre Larose. Quant à la Toyota Corolla, elle reste synonyme de grand travers à des tarifs abordables, ici la version Twin Cam de Jean-Louis Parotte. Pas nécessairement pensée pour la compétition en version de roue motrice, l'Audi 80 GT continue de hanter les épreuves, à l'image de l'exemplaire de Luc Mulders. Que dire alors de l'Alfa Romeo 33, peu utilisé dans un contexte de course, ce qui n'a pas empêché Arturo Passini de se faire plaisir. Même remarque pour la Ford Sierra, du moins dans cette version IS de 1988, alignée ici par Philippe Robe.
Ford toujours, mais Fiesta cette fois, avec ce millésime 1991 de Laurent Nassel. Quant à la Lancia Delta HF, c'est sur les spéciales qu'elle a conquis ses lettres de noblesse dans les années qui ont suivi la disparition des monstrueuses Groupe B, de quoi inspirer Harald Volkener et Éric Dubois. Il n'empêche, de tous les Youngtimers, la voiture qui est de loin la plus répandue est la Volkswagen Golf de la deuxième génération. Il est vrai construite très longtemps, de 1983 à 1992. Les pièces de cette bombinette étant aisément trouvables, plus d'un pilote amateur jette son dévolu sur ce classique des classiques, de quoi nous valoir la présence et les performances des Valentin Klein, Philippe Pess, Albert Grégoire, Jacques Blavier et consorts. Il n'empêche, de toutes les VW, c'est la coccinelle qui conserve sans doute les faveurs du public lors des épreuves historiques, à l'image de la version 1700 cm3 de Frédéric Malempré, qui date de 1968. Autre avantage de la catégorie Youngtimers, la possibilité de rouler en Porsche sans dépenser des fortunes dans l'achat d'une légendaire 911. Ici, les nouvelles reines de la route sont la 924 et la 944. Nettement plus racée, l'Alpine D501 V6 Turbo d'Étienne Lenoir est en fait une réplique de la machine que pilotait le Hollandais volant Jan Namers dans l'Europa Cup Alpine V6 Turbo en levée de rideau des Grands Prix de Formule 1 entre 1985 et 1988. En termes de spectacle, c'est néanmoins le néerlandophone Peter Gouvy, autre habitué des organisations de l'écurie du Maquisard, qui fait office de référence. Il est vrai qu'avec sa Nissan Silvia à moteur 2 litres turbo, son truc à lui, c'est le drift. C'est un châssis qui est très facile pour rouler et surtout pour faire le drift avec. Beaucoup de plaisir avec cette voiture. Oui, bien sûr. Pour glisser, c'est idéal. Hein. Et le monde, il apprécie, il fait ça très bien. Il pense que c'est bien. Hein. Reste le cas de la Ford Escort, incontournable bolide de référence dans les années 70, qu'il s'agisse de la version MK1 ou MK2, une auto qui fait même l'objet d'un prestigieux trophée du roi de l'escorte, de quoi inciter les inconditionnels de l'Oval Bleu à redoubler de spectacle et d'efficacité. Et cette année, la médaille de bronze chez les Fordistes est revenue à François Tapé, comme de coutume généreux dans l'effort, avec sa RS 2000 Mark II. Si le médaillé d'argent est aussi un concurrent de la montée en or dont nous allons reparler, le titre du roi de l'escorte 2017 revenait à l'inévitable Jean-Yves Dauchat qui connaît sa MK1 à voie étroite de 1970 par cœur, bien vu l'artiste. Ce qui nous amène à ceux qui trouvaient que 8 montées en mode démo, ce n'était pas suffisant. Caractéristique majeure des montées historiques, à partir de 16h, on sort le chronomètre, quand bien même certains engagés étaient finalement non partants, à l'image de Paul Hermann sur sa VW Golf 2 GTI et Jean Duchesne sur sa Ford Escort RS 2000 Mark II. Engagé au volant d'une des rares Porsche 911 finalement de la partie, Patrick Albert jouait quant à lui de malchance lors de la super finale, alors qu'il avait signé un excellent chrono lors de la première montée officielle. Le moteur a tout d'un coup perdu de sa puissance et bon, ça a commencé à fumer derrière, donc je suppose qu'il a explosé. Jusqu'à présent, vous étiez très satisfait de cette Porsche? Bon, elle n'en est pas mal, hein. C'est le seul moment où on peut quand même évaluer la façon dont ça se passe par rapport aux autres. Et bon, le chronométrage, c'était seulement maintenant que ça venait de commencer, donc c'est un peu décevant, quoi. De super finale, il n'en était pas non plus question pour Jean-François Gilles, qui n'effectuait qu'une seule montée contre le chrono au volant de sa BMW 320i E30. De quoi permettre à Benoît Thierry de trouver place dans le top 10 au volant de sa VW Golf 2 GTI, un résultat de nature à le ravir. 3 courses, 3 abandons, ici on vient de refaire la voiture, on l'a récupérée hier soir. Mécano en or, une équipe de choc et que du bonheur, que du bonheur. C'était un objectif d'être dans le top 10 ? D'être déjà à l'arrivée, c'est un objectif. Le top 10, c'est un peu inespéré, mais c'est que du bonheur aussi. Au volant de son Opel Corsa A, Christophe Gulpen a échoué en 9e position, ce qui lui permettait de remporter la classe B. De tous les dompteurs de BMW E30, Lionel Junius est le seul qui ose réellement affronter le chrono. Plusieurs fois sacré roi du spectacle, le pilote de la 320i numéro 50 prenait la 8e place finale au terme des 2 premières montées officielles, dans un style qui lui reste propre et qui continue de faire l'unanimité. Quant à Bernard Cournet, renvoyé dans la classe SR, il reste fidèle aux montées historiques avec sa spectaculaire VW Cox 1303S. Une catégorie SR dans laquelle il était devancé par la meilleure des Toyota Corolla, certes plus récente, en l'occurrence celle de Renaud Van Lendert, excellent 6e du classement général final. La famille Chacon a fait très fort cette année dans son fief de Fort-Rétro, avec la 5e place de José Antonio. Au volant de sa redoutable VW Polo G40, Geoffrey Gilles n'a plus que jamais brillé, au point d'accrocher la 4e place du classement général, et ayant loupé le Final 3, ultime montée de la journée, pour quelques centièmes de seconde seulement.
L'incontestable exploit de cette édition 2017, c'est Édouard Chacon qui l'a signé, en classant sa Fiat 128 coupé de 1972, propulsée par un petit 1300 cm3, au 3e rang absolu, en plus bien sûr de la victoire en classe A. Quand je suis arrivé là et qu'on m'a dit que bon, j'étais 3e au général, je n'y croyais même pas moi-même. Bon, les alentours qui sont à côté de moi aussi, ils sont restés tout paf de ce résultat-là, quoi. Cela prouve qu'un petit cube, entre guillemets, peut encore jouer un rôle au scratch. Ouais, c'est vrai qu'une bonne conduite et une bonne tenue de route avec des bons pneus, il y a moyen de faire quelque chose de bon, quoi. Ce qui signifie que cette année, la lutte pour la victoire a pris l'allure d'un duel à Forétro. Et comme trop souvent hélas, c'est Johnny Delay, le célèbre agent Ford de local, qui a pris la 2e place après des montées décisives plutôt problématiques. Ici, sur les 2 dernières montées, des petits problèmes d'embrayage, plus moyen de passer les vitesses, donc beaucoup de perte de temps. La première montée était bonne, mais les 2 dernières, ça n'allait plus. Problème. Au début de la côte, ça allait, mais plus sur les 3/4 de la côte, vraiment plus moyen de passer les vitesses, donc perte de temps. Donc rendez-vous en 2018. Ah oui, encore une fois, oui, on est à domicile, comme tu as dit, et oui, on remettra ça encore. Et dommage, c'était une belle journée aussi, une bonne organisation, tout s'est bien passé, et voilà. Jamais vainqueur d'une montée historique auparavant, André Losberg a comblé cette lacune avec sa Porsche 911, issue des ateliers de l'équipe BMA de Bernard Münster. Une bien belle récompense pour ce fidèle parmi les fidèles, grand ami de Johnny Delay. On a eu tous les deux des problèmes dans les 2 dernières montées, je vais dire. Donc je crois qu'à la régulière, il est devant moi, mais bon, comme il dirait, c'est le résultat qui compte. Non, je suis content et surtout content pour l'écurie qui se place quand même bien dans le classement. Je crois qu'on est 2 sur le podium. Et l'organisation était top. Les gens ont pu faire beaucoup de montées. Et c'est pas facile à faire. Je crois que ça s'améliore d'année en année, que ça va ramener du monde. Et voilà, donc je suis très content au général. Voilà. À l'heure de la remise des récompenses aux plus méritants, les sourires étaient de mise dans les rangs des organisateurs de l'écurie du Maquisard. De la météo au déroulement sportif de cette montée historique, tout en effet était parfait. Je pense que c'est la meilleure édition de la Côte de Forêt. D'abord, un temps magnifique, même si à 7h30 du matin, on a été un peu rincé, mais c'était juste pour mettre les choses en place. Mais pour le reste, une magnifique organisation, ça a super bien tourné. On a eu une seule petite sortie de route. Tout le reste s'est super bien déroulé. La majorité des concurrents ont fait 8 montées et une finale fantastique ici dans la course des copains, comme dirait Vincent Franzen. Donc, magnifique, magnifique. Forétro avalé à toute allure, cap maintenant sur la montée historique du Maquisard, sur la célèbre côte entre Marteau, aux portes de Spa, et l'Arrêt. Un événement programmé le dimanche 13 août et qui promet d'être une nouvelle fois disputé à guichet fermé.